Et le rétablissement de la confiance passe aussi par le discours de vérité dont je vous ai parlé au début et par des mesures concrètes à prendre rapidement. Vu la situation de notre pays, nous devons peser sur tous les leviers possibles de création d'emplois et nous devons en conséquence avoir le courage de mettre sur la table tous les freins à l'embauche qui existent depuis des années, voire des décennies, et qui entretiennent la peur du chef d'entreprise d'embaucher en France, car le chef d'entreprise a encore peur d'embaucher en France, qu'on se le dise. Il faut donc mettre en place des starters pour redémarrer notre économie et donc pour lancer la croissance et l'emploi. C'est le but de notre projet 1 million d'emplois dont je vais parler qui s'inscrit dans l'environnement de confiance qu'il faut réinstaller rapidement en France. Excusez-moi. Et qu'il faut réinstaller rapidement en France, j'y arrive. Il ne s'agit pas de mesures budgétaires supplémentaires dont on comprend bien la difficulté actuelle. Il s'agit juste de se dire que le monde change, que les modes de vie changent et que nos certitudes d'hier sont nos blocages d'aujourd'hui et notre chômage de demain. Car nous raisonnons encore en France sur des schémas hérités des 30 Glorieuses, à une époque où la croissance était prévisible et linéaire, où nous étions en compétition avec seulement 5 pays, où le progrès technique était constant, incrémental, prévisible. Mais le monde a changé. La croissance doit aller se chercher, se conquérir quotidiennement, et elle subit des trous d'air régulièrement au niveau mondial. Désormais, 150 pays sont en concurrence avec la France, en termes d'attractivité, de conditions de vie, de recherche. Le progrès technique est aujourd'hui imprévisible, il est disruptif, il évolue extrêmement rapidement. La France est aussi dans l'Europe, et la construction européenne est un avenir indispensable. Et ces changements sont en train d'accélérer et de s'accentuer. Les modes de consommation, de vie, de travail évoluent. Qui peut encore dire qu'Internet n'a rien bouleversé? Il suffit de regarder d'ailleurs comment agissent nos enfants pour comprendre que leur monde ne sera que le nôtre, que leur rapport aux médias, au travail, aux entreprises, aux loisirs n'est pas exactement le nôtre. Pourquoi considérer le travail comme une souffrance qu'il faut combattre alors que c'est surtout un épanouissement pour la plupart de nos salariés? Et c'est un code du travail qui n'est compréhensible ni par la plupart des salariés, ni par la plupart des chefs d'entreprise, et vraiment tout ce que nous sommes capables de produire collectivement. Est-ce que... Et peut-on croire réellement qu'il est plus protecteur pour nos salariés d'ailleurs? Est-ce que des contraintes, des rigides, des obligations formalistes sont nos meilleures réponses pour un dialogue social pertinent dans un monde Internet ouvert et en mutation permanente? Pourquoi empêcher à toute force l'ouverture des magasins le dimanche et le soir alors que c'est un mode de vie pour certains salariés? C'est un besoin pour nombre de nos concitoyens que d'avoir plus de flexibilité dans l'organisation de leur quotidien. Comment croire que nous sommes capables... Comment croire que nous sommes capables de maintenir notre modèle social protecteur en travaillant moins que tout le monde et moins longtemps? Et avec nos partenaires sociaux. Nous soyons clairs, toutes ces questions et ces évolutions nous obligent, nous, chefs d'entreprise, à évoluer aussi dans nos pratiques, dans nos modes de management, dans nos réflexions. Nous ne sommes pas en train de dire les autres doivent changer et pas nous. Nous avons, nous aussi, chefs d'entreprise, des responsabilités à assumer. Oui, il faut que nous associons mieux nos salariés à la création de valeur dans nos entreprises et à la création des choix stratégiques. Oui, il faut que nous progressions dans nos modes de management pour nous adapter aux nouvelles attentes. Oui, il faut que nous assumions mieux l'obligation de formation de nos salariés pour les rendre employables. Oui, il faut que nous interventions encore plus à la jeunesse, à sa diversité et à ses aspirations. Nous avons, nous aussi, chefs d'entreprise, à évoluer. Nous en sommes conscients et nous avons commencé à y travailler. Pour en revenir à notre projet 1 million d'emplois, nous rendrons public, mi-septembre, un document de travail qui posera les constats,
qui tracera des pistes d'action et de réflexion et qui proposera une vingtaine de leviers, de starters, comme j'ai dit tout à l'heure, d'activateurs de croissance. Car ce projet Un million d'emplois, que je porte à la boutonnière, comme un certain nombre d'entre vous, j'y crois. C'est mon combat quotidien, mais ça devrait être celui de tous, celui du pays. Car tous ceux qui veulent que notre pays s'en sorte, tous ceux qui veulent réellement lutter contre le chômage, devraient porter ce film et venir travailler à nos côtés. Et que tous ceux qui critiquent, qui se moquent, qui glosent sur ce projet m'expliquent ce qu'ils proposent. Rien, en général. Ce projet, l'équipe du MEDEF ne le porte pas en restant passif, en étant dans l'incantation. Nous, MEDEF et chefs d'entreprise, nous avançons, nous proposons, nous posons sur la table des constats, des idées, nous suggérons des réformes, nous agissons directement aussi. Par exemple, nous avons lancé, il y a quelques mois, le programme télévisuel court qui s'appelle Beau Travail, sur les emplois non pourvus. Nous avons aussi lancé le projet Stratexio pour accompagner nos entreprises à l'exportation. Nous avons lancé toutes sortes d'actions en faveur de l'entrepreneuriat. Nous proposons, nous agissons, nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans la conquête, nous sommes dans les solutions, sans attendre qu'on nous le demande pour le bien du pays. Mais c'est vrai que ce projet Un million d'emplois pourra bousculer certaines de nos attitudes, certaines de nos habitudes. Je vois d'ailleurs toutes les forces de rappel à l'heure, tous ceux qui veulent surtout que rien ne bouge, qui n'ont d'autres propositions que les mêmes recettes du passé, tous ceux qui jouent la même pièce de théâtre depuis 40 ans dans notre pays, avec les postures médiatiques, avec les claquements de porte, avec les déclarations idéologiques, avec des emportements simulés, avec des interventions dogmatiques. Je vois déjà les déclarations dans la presse. Le MEDEF veut ceci, veut cela, c'est scandaleux, c'est insupportable. Mais par définition, car c'est bien connu, tout ce que veut le MEDEF est scandaleux. Par dogme, par définition, je dirais par posture pavlovienne. Mais je veux dire à toutes ces forces de rappel, aujourd'hui, de façon solennelle, peut-on encore continuer de jouer cette comédia dell'arte devant un public qui se lasse et plus grave, qui se vide? Ne faut-il pas d'urgence réinventer enfin dans notre pays une nouvelle manière de jouer cette pièce en commun? Un nouveau consensus social qui soit enfin économique et social. Car je le dis et je le redis, je ne sais pas faire du social sans commande et sans compétitivité. En commençant peut-être par imaginer collectivement un nouveau dialogue social dans l'entreprise qui soit à la fois, je le répète, économique et social, mais aussi pragmatique, efficace, performant et surtout adapté au XXIe siècle et aux défis que nous avons tous ensemble à relever. Un dialogue qui serait 3 fois gagnant. Gagnant pour nos salariés dont on veut qu'ils soient épanouis, motivés, heureux et employables. Un dialogue qui soit gagnant pour nos entreprises, qui doivent être rentables, compétitives et agiles. Et un dialogue gagnant pour le pays, qui doit retrouver croissance, apaisement et idéalement et surtout plein emploi. Nous sommes convaincus, et c'est au niveau de l'entreprise que le dialogue économique et social est le plus vivace, le plus en phase avec la réalité économique d'un monde en mutation accélérée, et c'est sur le terrain que nous pouvons le faire progresser. Et c'est à l'entreprise et à ses salariés de s'adapter en permanence à un monde en mutation accélérée par les besoins des clients qui changent, par les technologies qui évoluent en permanence, par la révolution numérique en marche et par des changements de mode de vie en cours. Enfin, et c'est la troisième condition du retour de la croissance, après la compétitivité et la confiance, il faut se fixer un cap, une vision, une ambition collective, enthousiasmante pour la France, qui nous permettra de nous projeter dans l'avenir et de construire des relais de croissance qui nous manquent tant aujourd'hui. C'est l'objet même de nos universités d'été du MEDEF de cette année,
et du projet que nous portons depuis un an, intitulé France 2020, faire gagner la France. Et je vais en profiter ici pour remercier chaleureusement tous ceux et ceux qui ont contribué à ce projet, les équipes internes et les centaines de chefs d'entreprise, je crois qu'on a eu 20 000, qui ont contribué à ce projet original, car pour une fois, des chefs d'entreprise ont réfléchi sur l'avenir de la France et c'est ça qui est absolument passionnant. Ainsi, les défis auxquels notre pays est confronté ne sont pas des menaces, comme on voulait le faire toujours, mais des opportunités de croissance extraordinaires pour nos entreprises et pour le pays. Nous avons longuement travaillé sur ces défis et nous en avons retenu 7, structurés autour de 3 grandes ambitions et qui sont développées dans le manifeste que nous publions aujourd'hui. Première ambition, celle de l'international, de l'exportation. C'est sans doute l'ambition la moins difficile à mettre en œuvre dans notre pays. Nous devons aussi saisir résolument des opportunités qui découlent de la mondialisation et de la construction européenne. Rendez-vous compte, 7,5 milliards d'individus est à équiper de tout. La planète est à équiper. Deuxième ambition, celle des nouveaux marchés. Que ce soit le numérique, l'énergie, la transition écologique, ou tous les défis du futur, que sont le vieillissement de la population, les villes intelligentes, la santé, la sécurité, le tourisme. Nos opportunités sont immenses. Le futur est à construire. Troisième ambition, celle des défis sociétaux, que sont la valorisation de l'audace créatrice et de l'épanouissement des hommes et des femmes. Il nous faut changer notre vision du monde, valoriser le succès comme le rebond, c'est-à-dire la prise de risque, accepter l'erreur, promouvoir l'entrepreneuriat à tous les niveaux, à tous les échelons et redonner au travail toute sa valeur profonde. Et je dirais que plus il y aura d'entrepreneurs dans notre pays, plus on créera d'emplois et de richesses, ça paraît tout à fait évident. Les énergies, les initiatives, les talents doivent se libérer. Cela exige bien sûr de nos entreprises, là encore, qu'elles entreprennent des efforts et des progrès nécessaires en matière de satisfaction client, d'exportation, d'innovation, de management, d'excellence opérationnelle ou encore de montée en gamme pour aller vers une offre client, une offre de biens et de services premium, en capitalisant par exemple sur le French Tech, le French Touch, le French Design, qui est emprisé par nos clients, notamment asiatiques, et moyen de se différencier sur le marché hyper concurrentiel. Ce sont nos responsabilités, et c'est de notre responsabilité, nous entrepreneurs, d'accomplir ces transformations internes dans nos entreprises. Mais tout cela ne deviendra réalité que si nous acceptons aussi de réformer enfin notre pays et notre sphère publique. L'ambition que nous portons, ce cap commun, cette ambition pour une France qui gagne, qui trace des nouveaux axes de croissance, et ça c'est original aussi, doit être largement expliqué, débattu, partagé avec nos salariés, mais avec tous nos concitoyens, afin de donner, et c'est très important, de donner un sens fondamental à toutes nos réformes structurelles, indispensables, et pour mieux les faire accepter. Réformer, ce n'est pas simplement diminuer le coût de la service publique, même si c'est la première urgence. Réformer, c'est aussi se proposer collectivement la question sur sa place, sur son rôle, sur son mode de fonctionnement. Aucun sujet ne doit être tabou. Réformer, cela signifie d'abord changer, c'est-à-dire ouvrir de nouvelles opportunités pour tous, et notamment pour nos fonctionnaires. Je l'ai déjà dit et je le redis, le MALEF est prêt à accompagner ce changement et compte bien sûr prendre part à ce débat indispensable. Enfin, et j'en terminerai par là, pour faire gagner la France, nous devons réinventer collectivement notre méthode de travail et clarifier nos principes d'action. Tout d'abord, il nous faut jouer collectif, c'est-à-dire se rassembler dans le respect de nos différences pour redresser le pays. Les entreprises, les salariés, les forces politiques de gauche et de droite, les partenaires sociaux, loin de nous l'idée de crier, d'opposer, de rejeter. Cela ne veut pas dire être toujours d'accord, cela veut dire d'accepter de débattre ensemble sur des solutions innovantes sans tabou. Deuxièmement, il nous faut aussi s'ancrer dans les territoires, car nos entreprises ne sont pas hors sol, contrairement à ce que l'on peut lire. Elles sont ancrées dans les territoires et participent à leur développement. J'adore cette phrase, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Enfin, il nous faut nous inscrire dans la durée. Ce changement d'état d'esprit et les réformes à mener pour notre pays ne se feront pas en 5 minutes. Nous le savons, elles prendront du temps et il faut commencer dès maintenant. Cela signifie qu'il nous faut avoir du courage et de la persévérance
pour lutter contre tous les vents contraires, toutes les forces de rappel qui tenteront de nous entraîner vers le précipice, et expliquer, toujours expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Mesdames et messieurs, voici la synthèse de nos travaux et de nos réflexions et de nos propositions depuis un an. Elles se veulent pragmatiques, opérationnelles, issues de notre expérience de terrain et de notre connaissance de l'international. Nous les avons synthétisées sous la forme d'un arbre, l'arbre de la croissance que vous avez ici, que vous trouverez dans nos documents. Pour que cet arbre de la croissance soit bien enraciné, se développe et crée richesse et emploi qui est son feuillage, il a tout d'abord besoin, comme vous voyez, d'un terreau de compétitivité fertile et favorable dont nous avons parlé. C'est de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Il a aussi besoin d'un environnement de confiance, car vous avez bien compris qu'un terreau de compétitivité seul ne suffit pas si le climat est polaire. Il faut donc en parallèle cet environnement de confiance que nous avons longuement évoqué afin de redonner aux investisseurs, aux employeurs, aux entrepreneurs, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, de la stabilité, de la lisibilité, de la sérénité. N'oublions jamais que le monde nous regarde. Enfin, je veux aussi me permettre un conseil au nouveau gouvernement. Osez les réformes. Osez les réformes. Le Premier ministre a montré son courage et sa détermination. Nous comptons sur lui et sur le Parlement et sur cette nouvelle équipe mise en place hier. Car la France ne peut plus attendre. Les Français ne veulent plus attendre. Je crois qu'ils sont prêts, nous sommes prêts. Nous réussirons ensemble si nous gardons le cap. Nous construirons alors une France qui gagne, une France de bâtisseurs, de constructeurs, d'inventeurs, de créateurs, d'entrepreneurs, d'exportateurs. Une France qui aura trouvé les chemins de la croissance et idéalement du plein emploi, et c'est possible. Nos voisins l'ont fait. Une France qui aura conforté son influence dans le monde. Une France qui sera de nouveau fière d'elle-même et réconciliée avec elle-même. Une France qui sera à nouveau un modèle pour les autres pays. Enfin, une France où il fera bon vivre et travailler pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie pour votre attention.